Bonjour André Gattolin. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes évidemment sénateur des Hauts-de-Seine et vous appartenez à La République En Marche. Absolument. Bonjour André Gattolin. Avant de commenter avec vous tous les sujets d'actualité, j'aimerais tout d'abord vous entendre sur l'agression antisémite dont a été victime Alain Finkielkraut. Est-ce que vous serez demain à la grande marche contre l'antisémitisme organisée à laquelle s'associent tous les partis politiques ? Alors, je vais tâcher d'y être, mais il se trouve que j'ai un débat sur l'Europe de longue date prévu à Paris avec Jean Arthuis sur comment réenchanter l'Europe par la culture. Et donc, je ne vais pas abandonner la centaine de personnes qui vont être là, mais je suis évidemment de tout cœur avec les manifestations, même si les manifestations de regret ou de dénonciation de ces faits odieux n'est pas suffisant, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, mais je crois qu'on est entré dans une période totalement nauséabonde et il faut dire que ces propos ne sont pas seulement antisémites ou haineux, ils sont anti-républicains. Quand on a appris hier soir l'identité du principal agresseur verbal, c'est quelqu'un de la mouvance salafiste. On n'est même plus dans... Et Alain Finkielkraut, chez un de dans une chaîne collègue, hier soir s'exprimait. Il dit on n'est plus dans l'antisémitisme des années 30, des rejets de la communauté, juive au sein de la société française. On est dans une extraction du discours fondé sur un discours salafiste qui s'en prend, qui explique qu'en gros, nous sommes la France, nous sommes le peuple, et c'est vous qui devez partir. André Gattolin, ce climat délétère, ces insultes antisémites, ces tags, on l'a vu, même le visage de Simone Veil a été souillé. Qu'est-ce qu'il dit de notre société aujourd'hui, ce climat ? Moi, je dis qu'on est entré quand même dans une grande période, je dirais, de fausse culture, puisque les gens ne lisent plus, les gens ne s'informent plus, les gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à des présupposés où ils nourrissent leur propre discours de radicalité, et je pense qu'on a un vrai souci aujourd'hui au niveau de l'information. Pourquoi cette radicalité, elle semble constitutive du mouvement des Gilets jaunes ? Je pense qu'il y a une réalité, et je pense que c'est une erreur qu'on a commise avec Emmanuel Macron. On est allé vers une désintermédiation de la société. Il fallait désintermédier, je dirais, les partis politiques traditionnels. On l'a fait avec les syndicats, on l'a fait avec les élus. On entend dire que le Parlement, il y a trop de parlementaires, que la procédure ne va pas assez vite. On l'entend de la part du gouvernement. Et les élus locaux ont été mis sur la sellette. À un moment, quand il n'y a plus d'autres intermédiaires que le président et, entre guillemets, le peuple, c'est-à-dire en fait la réalité, ça s'appelle le corps électoral, eh bien, on est soumis à des formes de mouvements d'irruption et on ne sait pas les arrêter. Vous pouvez arrêter une grève en négociant avec les syndicats. Vous négociez avec qui ? Quand vous prenez depuis le début, les revendications des Gilets jaunes n'arrêtent pas d'évoluer. Aujourd'hui, en gros, si on veut foutre en l'air la République, et Macron doit partir. Bon, je trouve que comme proposition de fond, c'est pas terrible. C'est pas tout à fait le cas, mais dans le reste de l'actualité, André Gattolin, le grand débat national, Gérard Larcher a annoncé, on l'a vu, un débat au Parlement sans vote en avril. On voit qu'Emmanuel Macron cherche toujours la sortie à cette crise des Gilets jaunes. De quelle façon vous voyez la sortie ? Quelle serait la bonne sortie à cette crise qu'a connue notre pays ? Mais je crois qu'il faut plusieurs types de mesures. Alors, on parle du référendum. Je me suis déjà exprimé à ce propos. Je pense que ça serait tout à fait inconvenant de l'organiser le même jour que les élections européennes. On a déjà du mal en France, au moment des élections européennes, à avoir un débat sur l'Europe, si on le couple avec autre chose. Mais je pense qu'un référendum est une chose possible, un référendum institutionnel. Moi, je dis, il faut un référendum sur une proposition, précisément, de référendum d'initiative populaire. Mais quand ? Laquelle ? Je pense l'idéal, ça serait en septembre, parce qu'il faut le temps qu'une campagne se déroule, qu'elle se chevauche pas avec l'élection européenne, mais je pense qu'aussi il faut entamer une vraie réforme de l'État. Nous avons aujourd'hui un pays qui n'est plus dirigé politiquement, nous sommes dans un pays administré. Quand vous voyez le nombre de décisions, vous votez une loi sociale, vous vous rendez compte que l'accès au droit derrière n'est pas assuré. Pourquoi ? Parce que les administrations qui sont chargées de cet accès au droit réagissent d'abord dans leur propre fonctionnement et la défense de leurs propres intérêts avant de penser aux citoyens et à la facilité. La numérisation, je travaille dans un groupe de réflexion sur le débat national, sur l'organisation de l'État et des services publics. La numérisation de l'État en France, elle est faite pour complexifier l'accès
aux choses, allez dans les pays nordiques, allez au Canada, vous verrez que le premier but de tout ce type de démarche, c'est simplifier la relation du citoyen avec l'État. Nous, on est dans des séries absolument incroyables de procédures. Pour terminer sur ce sujet, vous serez donc favorable à un référendum Oui. qui porterait sur le référendum sur le RIC. Je pense, c'est une proposition, c'est la seule proposition un peu concrète, institutionnelle des Gilets jaunes. Eh bien, mettons-la en forme constitutionnellement et puis proposons-la. Ça sera ni la défaite du président de la République, ni la défaite du peuple. Ce seront les électeurs qui choisiront. André Gattolin, j'aimerais parler, vous êtes un ancien élu écologiste, j'aimerais parler avec vous de cette mobilisation pour le climat. Oui. On l'a vu dans notre reportage, ce sont désormais les jeunes qui appellent à se réunir chaque semaine pour sauver la planète. Le sursaut, il viendra de là, des jeunes, des étudiants, des lycéens? Oui, je pense, parce qu'ils sont les plus concernés. C'est Woody Allen qui disait « Je m'intéresse beaucoup à l'avenir parce que c'est là où j'ai l'intention de passer les prochaines années de ma vie ». Quand vous avez une expérience de vie de 70 ans devant vous, vous vous préoccupez de la situation, de la planète et de la société dans 70 ans. 86 députés ont signé une tribune la semaine dernière pour réclamer l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Écoutez, je n'ai pas été consulté, c'est un peu le problème d'ailleurs, entre les députés. Il se trouve qu'ils parlent du système canadien, notamment celui qui est en cours sur la côte ouest, la côte pacifique. Je le connais très bien. Ce qu'ils proposent n'est pas tout à fait la réalité de l'organisation. Non, mais l'idée même de remettre sur le tapis dans le contexte actuel la taxe carbone, ça ne vous paraît pas complètement absurde alors que c'est justement la mesure qui a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Il y a un aspect positif dans ce qu'ils disent, c'est que l'argent qui est prélevé doit retourner vers les citoyens, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder une taxe carbone principalement sur les tarifs de l'essence ou du gasoil. Non, mais au-delà du dispositif concret, est-ce que ça vous consommation de l'énergie et de vous paraît judicieux de remettre ce sujet-là sur la table aujourd'hui ? Je pense que c'est un appel du pied, c'est dire le gouvernement a voulu aller en avant, il a reculé, il faut trouver d'autres solutions. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de dire il faut reposer la question de la taxe carbone. C'est celle du marché carbone d'ailleurs, des droits à émission qu'il faudrait repenser parce que ce qui avait été fait au niveau européen est un échec. Et j'étais allé au ministère de l'écologie pour leur expliquer précisément comment le marché carbone aux États-Unis, par concertation avec les industriels, avait un coût de la tonne carbone qui était 2 fois et demi supérieur à celui qu'on recrutait en Europe. Je pense que les industriels doivent eux aussi contribuer. Il n'y a pas que celui qui a une bagnole et qui consomme de l'essence. André Gattolin, j'aimerais finir sur les élections européennes puisque vous êtes vice-président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Pourquoi ce sujet, on est à moins de 100 jours des élections européennes, pourquoi ce sujet continue à mobiliser si peu ? Vous savez, là, on a un grand débat national avec une situation, comme on dit, d'urgence sociale et économique. On ne parle pas des européennes dans ce grand débat. On parle la plupart des partis des ont du retard à l'allumage. Vous receviez tout à l'heure M. Bardella, qui est la tête de liste du Rassemblement national. Ils sont au moins une intelligence et un avantage, c'est d'être parti tôt. Là, on ne sait pas les têtes de liste. Les partis ont un retard à l'allumage. Justement, votre parti En Marche, toujours pas de tête de liste. Oui, moi je le regrette. Je pense que j'ai fait plusieurs campagnes européennes, notamment avec Daniel Cohn-Bendit, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. C'est important parce qu'il y a une tête de liste, que les gens puissent identifier le débat, pas simplement une formation politique, mais une personne qui représente et qui incarne cette liste. Qui sera donc la tête de liste En Marche pour les élections J'en sais absolument rien. Je pense que en dernier ressort, ça sera le président de la République. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Je veux une femme et je veux quelqu'un qui ait des compétences sérieuses au niveau européen. Vous avez quelqu'un en tête ? J'ai une idée, moi, personnellement. Alors qui ? C'est Nathalie Loiseau, parce que je trouve qu'elle fait un travail excellent. L'actuel ministre des Affaires européennes. L'actuel ministre des Affaires européennes. Et je trouve que il y a vraiment du contenu et du fond. Et je pense aujourd'hui, avoir des candidates femmes, c'est absolument essentiel si on veut une représentation française dans la délégation française qui soit à parité. Parce que quand on met que des hommes en tête de liste, il y a un moment, ça commence à poser problème sur la parité. André Gattolin, je me trompe, on vous sent un peu décalé par rapport à la République En Marche, à ce que fait le gouvernement. On a senti... Oui ?
Je me trompe Oui, pas. non, sur certaines choses. Si vous voulez, moi, il y a des choses qui sont dans le programme. Sur la politique européenne du gouvernement, je suis à 100%. Sur la politique étrangère, également. Il y a des choses, y compris sur une grande partie de la politique économique, sauf qu'il y a une question de méthode. Quand on fait des textes, c'est pas simplement produire des textes pour produire de la réforme. Il faut dire quel effet ça fait aux gens. C'est la première question qu'on doit se poser. Alors, vous êtes aussi un spécialiste de l'audiovisuel. Oui, tout à fait. Est-ce que, je peux vous poser la question, on Oui. entend de la loi sur l'audiovisuel public, est-ce qu'elle va être sacrifiée sur l'autel du grand débat national, cette loi? Non, elle va On pas n'en entend être, plus parler. Non, parce que il y a un Vous le regrettez il y a un texte qui est en élaboration, qui va être sans doute déposé sur le bureau du Conseil des ministres cet été, en juillet. Ça devait être au printemps, et puis maintenant Oui, c'est cet été, oui. c'est Bah, ouais, décalé. faut dire qu'on a eu aussi des changements ministériels. Je crois qu'on avait mal emmanché la réforme parce qu'on avait dit on va faire des processus de rapprochement. Il n'y a pas de vision globale. C'est pas un secteur facile à réformer parce que il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de structures et, je vais le dire, il y a aussi beaucoup de lobbies. Il y a beaucoup de gens pour qui, qu'ils soient aussi bien, je vais le dire, syndicaux, professionnels et producteurs privés, dès qu'on touche, on porte atteinte Mais elle à serait la présentée création. quand, alors, cette grande réforme de Cet été l'audiovisuel? Logiquement, idéalement, le ministre aimerait qu'elle passe au Parlement à l'automne. Je pense que de manière plus raisonnable, vu le retard qu'on a pris avec le débat national, la situation, et puis ce qui va émerger comme texte, je pense plutôt début 2020.